Personne dans la maison de retraite. Les lilas ne savaient qui se cachait vraiment derrière le regard fatigué de l'homme de la chambre 104. Pour eux, c'était juste Monsieur Paul, un vieux monsieur discret, poli, qui ne recevait jamais de visite. Il mangeait peu, parlait moins encore, et passait ses journées à fixer un vieux portrait jauni posé sur la table de chevet. Un portrait d'un jeune soldat en uniforme, regard droit, mâchoire serrée. Ce matin-là, tout avait commencé comme d'habitude. Les aides-soignants passaient, les médicaments étaient distribués, le silence habituel régnait. Jusqu'à ce que l'accueil appelle à l'interphone. Il y a un certain Omar Sy à l'entrée. Le personnel crut à une blague. Omar Sy? L'acteur? Ici? Mais quelques secondes plus tard, il était bien là, grand, souriant, avec cette démarche chaleureuse qu'on lui connaissait. Il n'y avait ni caméra, ni attaché de presse. Juste lui et un sac en toile jeté sur l'épaule. Il avait demandé à visiter la résidence dans le cadre d'un projet personnel, disait-il. Une série de rencontres avec les oubliés de la République, comme il les appelait. Le directeur, surpris mais honoré, lui proposa une visite guidée. Mais Omar déclina poliment. Laissez-moi me promener un peu. Je veux juste ressentir. Il salua les résidents, écouta, rit parfois. Puis, sans raison apparente, il s'arrêta net devant la porte 104. Quelque chose l'attirait. Une intuition. Il frappa doucement. Pas de réponse. Il entra. La chambre était simple, presque vide. Dans un coin, un homme assis, les yeux dans le vague. Il tourna la tête lentement, surpris. Omar s'approche. Bonjour, monsieur. Je peux entrer? Un silence. Je m'appelle Omar. Je viens juste discuter un peu, si vous le permettez. L'homme hocha la tête, lentement. Asseyez-vous. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Il s'appelait Paul. 89 ans, ancien militaire, aucun enfant, plus de famille, juste cette photo. Omar s'assit à ses côtés, posa son sac et regarda la photo. C'est vous, là? Paul acquiesça. 1958, Algérie. Un silence pesant s'installa. Omar comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une histoire ordinaire. Et vous n'en parlez jamais? Paul sourit tristement. À quoi bon? Ceux qui savent n'écoutent pas. Ceux qui écoutent ne comprennent pas. Mais Omar insista, pas avec des questions, avec sa présence, sa patience, son écoute. Et Paul parla. Pour la première fois depuis des décennies, il raconta. Les ordres, les nuits sans sommeil, les visages effrayés, la honte, et surtout le silence imposé au retour. Il n'avait jamais été décoré, jamais remercié, juste rangé. Mon père m'a renié, ma fiancée m'a quitté, l'armée m'a oublié, et moi j'ai appris à me taire. Omar écoutait, les larmes aux yeux. Ce n'était pas une confession, c'était une libération. À la fin, Paul lui tendit une enveloppe, jaunie, scellée. J'ai écrit ça il y a 50 ans. Je ne l'ai jamais envoyé. C'est une lettre, pour la République. Omar la prit doucement. Vous voulez que je la lise? Non, pas encore, mais peut-être, un jour, quand je ne serai plus là. Ce jour-là, Omar quitta la résidence bouleversé. Il ne savait pas encore qu'il reviendrait. Pas pour une visite, mais pour honorer une promesse silencieuse. Car au fond de lui, une question brûlait déjà. Et si les oubliés de l'histoire avaient encore quelque chose à dire? Le lendemain de sa visite, Omar Sy n'arrivait pas à détacher son esprit du regard de Paul. Ce n'était pas seulement la confession d'un vieil homme, c'était une faille, béante, dans la mémoire collective. Un trou noir dans lequel des vies entières avaient été englouties, sans nom, sans hommage. Il décida d'y retourner, mais cette fois avec une idée précise en tête. Quand il entra à nouveau dans la maison de retraite Les Lilas, l'équipe l'accueillit avec surprise et respect. Il ne s'attarda pas, salua poliment et monta directement à l'étage. Devant la chambre 104, il hésita un instant, puis frappa. « C'est encore moi, murmura-t-il. Paul, cette fois, sourit en coin. « Tu reviens? T'as pas eu assez de vieilles histoires poussiéreuses ?» Omar s'assit. « Ce que vous m'avez raconté hier, ça m'a empêché de dormir. » Paul haussa les épaules. « Moi, ça fait 60 ans que je dors mal. » Un silence, puis Omar sortit une boîte en métal de son sac. « J'ai fait quelques recherches à la bibliothèque militaire. J'ai retrouvé des registres,
des noms, des rapports. Il déposa la boîte sur la table. Paul la regarda, les mains tremblantes. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des copies d'archives, des noms oubliés, des visages, des affectations, et au milieu, une photographie en noir et blanc. Un groupe de soldats, et Paul, au milieu. Je l'avais oublié, murmura-t-il. Vous ne l'avez jamais oublié, vous l'avez enfoui. Cette photo, Omar l'avait trouvée par hasard, en cherchant un autre nom dans les archives. Elle n'était mentionnée nulle part officiellement. Une unité non identifiée, opérant dans les Aurès en 1958. Ce que Paul n'avait pas dit, c'est que cette unité avait été dissoute, après un événement resté classifié. Il y a eu une mission, n'est-ce pas? Une mission dont personne n'a jamais parlé. Paul ferma les yeux. Tu ne veux pas savoir, c'est mieux ainsi. Mais Omar savait qu'il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Il sortit l'enveloppe que Paul lui avait confiée la veille. J'ai pas regardé à l'intérieur, mais je veux savoir. Pas pour moi, pour les autres. Paul hocha lentement la tête. Alors lis. Omar ouvrit la lettre. Le papier était jauni, mais l'écriture restait nette, tremblante. C'était une lettre adressée au président de la République de l'époque. Une confession, mais aussi une accusation. Paul y détaillait une opération militaire secrète, ordonnée par un haut gradé, visant à nettoyer un village soupçonné de soutenir la rébellion. Mais sur place, il n'y avait que des femmes, des enfants, des vieillards. « Je n'ai rien pu faire, disait-il. J'ai obéi, comme un lâche, et depuis, je me tais. Mais le silence est une autre forme de mort. » Omar lut jusqu'à la fin, la gorge serrée. « Pourquoi vous ne l'avez jamais envoyé ? Parce qu'on m'aurait traité de traître, parce que j'ai eu peur, et surtout, parce que je ne pensais pas que quelqu'un écouterait un jour. » Omar replia la lettre avec soin. « Moi je vais l'écouter, et je vais la faire entendre. » Paul baissa les yeux. « Tu n'as pas peur de salir ton image ? Les gens n'aiment pas qu'on leur montre la vérité. Ce n'est pas mon image qui compte, c'est la vôtre, et celle de tous ceux qu'on a réduits au silence. » Ce jour-là, Omar sortit de la résidence avec la lettre dans sa poche, mais aussi avec un poids nouveau, celui d'une vérité qu'on ne peut plus ignorer. Il ne savait pas encore comment, ni quand, mais il savait qu'il allait raconter cette histoire. Pas à la télévision, pas dans un film, mais dans la vraie vie. Le lendemain matin, la pluie fine de Paris glissait sur les vitres du petit appartement de Paul. Omar était déjà là, assis à la table de la cuisine, une tasse de café refroidissant entre ses mains. Face à lui, Paul tenait le carnet. Ce carnet, il l'avait retrouvé dans une boîte à chaussures, cachée depuis plus de 20 ans au fond d'un placard. C'était son journal. Il ne l'avait jamais rouvert depuis le jour où il avait tout abandonné. « Tu veux vraiment entendre ça ? » demanda-t-il à Omar. « Si tu es prêt à le lire, alors je suis prêt à écouter. » Paul ouvrit lentement le carnet. Sa voix était rauque, hésitante. Les premières lignes parlaient de Lina, sa fille, de ses rires, de ses cheveux qui volaient au vent quand elle courait dans le jardin. Puis venaient les jours plus sombres, les silences de sa femme, les disputes, les absences. Et enfin, la nuit où tout s'était effondré. J'ai raté l'appel. Elle m'avait appelé 3 fois. Et moi j'étais au bar, à noyer ma colère dans du vin rouge bon marché. Il s'interrompit, les yeux humides. Quand je suis arrivé à la maison, les pompiers étaient déjà là. Elle avait fait une crise, et moi je n'étais pas là. Omar ne dit rien. Il ne voulait pas combler ce silence. Il voulait qu'il existe, qu'il vive, parce qu'il savait que c'était là que se cachait la vérité. Après ça, j'ai tout plaqué. Je ne me sentais plus digne. J'ai laissé ma fille à ses grands-parents. Je lui ai écrit une lettre. Une seule. Je n'ai jamais su si elle l'avait lue. Le silence s'alourdit. Puis, Omar se leva, contourna la table et posa une main ferme sur l'épaule de Paul. « Alors on va la chercher. » Paul leva les yeux, surpris. « Quoi ? Maintenant ? Après tout ce temps ? Si tu veux qu'elle t'entende, il faut d'abord que tu montres que tu existes encore, que tu n'es pas seulement un souvenir sale dans un carnet jauni. » Paul hésita, puis hocha lentement la tête. Ce même après-midi, ils prirent la voiture d'Omar et roulèrent vers Montargis, à 2 heures de Paris, là où les grands-parents de Lina vivaient, selon les dernières informations connues. Le trajet se fit en silence, brisé seulement par le cliquetis des essuie-glaces. Paul avait les mains crispées sur ses genoux.
Omar, concentré, le laissait respirer, digérer. En arrivant, la lumière du jour commençait à décliner. La maison était toujours là, petite, blanche, un peu décrépite. Ils s'arrêtèrent devant la grille. Paul resta figé. « Tu veux que j'y aille » proposa Omar. Mais Paul sortit, lentement, presque mécaniquement. Il marcha vers la porte, frappa 3 fois. Une vieille femme ouvrit. Elle mit un instant avant de reconnaître Paul. Puis son visage se crispa. « Qu'est-ce que tu fais là ? Il est trop tard, Paul. Bien trop tard. » Il resta silencieux. Elle continua. « Lina ne veut plus entendre parler de toi. Tu le sais. Tu l'as abandonnée. »« Je sais, murmura-t-il, mais j'aimerais juste savoir si elle va bien. » La femme hésita, le regarda, puis soupira. « Elle vit à Orléans. Elle est institutrice. Elle a un fils maintenant, mais tu ne lui feras pas de mal, hein ?»« Non, jamais, » répondit-il, la voix brisée. Elle tendit un papier avec une adresse griffonnée à la main. Paul le prit comme on prend une relique. Puis il recula, lentement, les larmes roulant sur ses joues sans qu'il s'en rende compte. Dans la voiture, Omar resta silencieux un moment. « Tu veux qu'on y aille ?»« Pas aujourd'hui, » répondit Paul. « Je veux réfléchir, me préparer. Je ne veux pas la revoir comme un fantôme du passé. Je veux qu'elle voie que j'ai changé, que je suis vivant. » Ils prirent la route du retour. La nuit tombait. Paul, adossé à la vitre, regardait les lumières floues de la route. Il murmurait des choses inaudibles, peut-être des prières, peut-être des regrets. Omar, lui, sentait que quelque chose s'ouvrait. Une brèche, une renaissance. Mais il savait aussi que le plus dur restait à venir. 2 jours plus tard, un matin brumeux s'installait doucement sur les toits d'Orléans. Omar garait la voiture un peu à l'écart d'une école primaire, près d'un petit square. À côté de lui, Paul, vêtu d'une chemise propre mais trop grande, fixait l'entrée de l'établissement sans cligner des yeux. « Elle est ici » demanda Omar. Paul hocha la tête. Il avait vérifié l'adresse 3 fois. C'était bien là. Lina, sa fille. Maintenant institutrice. Tous ces mots sonnaient encore comme un rêve lointain. Trop beau, trop fragile. « Tu veux que je t'accompagne » proposa Omar. « Non, pas encore. Je veux la voir, juste la voir. Avant tout. » Ils attendirent. Les minutes semblaient s'étirer comme des heures. Puis, à 8h12 exactement, une femme sortit du bâtiment, tenant la main d'un petit garçon en uniforme scolaire. Elle riait doucement, ses boucles brunes rebondissaient sur ses épaules. Paul eut un mouvement brusque. C'est elle. Il n'y avait pas de doute, même après toutes ces années, le même port de tête, le même rire que sa mère. Et ce petit garçon, son petit-fils ? Paul sentit ses jambes trembler. « Elle a l'air heureuse, » murmura-t-il. « Et toi, tu fais partie de cette histoire, quoi qu'il arrive. » Paul resta figé. Il n'osa pas s'approcher. Il la regarda simplement s'éloigner, traverser la rue et disparaître au coin de la rue. Ce soir-là, ils rentrèrent sans un mot. Mais quelque chose avait changé. Paul avait vu. Il savait maintenant que Lina existait, qu'elle allait bien. Et cela suffisait, pour l'instant. Le lendemain matin, Omar trouva Paul en train de faire du café. « Je veux lui écrire, » dit-il simplement. Il s'installa à la table, sortit une feuille de papier et commença. Les mots sortaient avec douleur, mais avec vérité. Il écrivait sur ses erreurs, sur ses silences, sur cette nuit où tout avait basculé. Mais surtout, il écrivait sur Lina, sur son rire, sur son enfance, sur son absence, sur tout ce qu'il avait perdu et tout ce qu'il espérait encore retrouver. Omar lut la lettre en silence, puis hocha la tête. « Elle est prête. » Paul posta la lettre lui-même. Il la glissa doucement dans une boîte aux lettres jaunes, comme s'il déposait un morceau de son âme. Puis il s'assit sur un banc et attendit. Il n'y avait plus rien d'autre à faire. Les jours passèrent. Aucun mot, aucun signe, jusqu'à ce samedi matin. Un courrier, dans une enveloppe blanche, sans adresse d'expéditeur. Paul trembla en l'ouvrant. Les mots étaient verbobrefs, une seule phrase. « On peut se voir. Dimanche. 15h. Square des Tilleuls. Lina. » Il resta figé un long moment, puis il fondit en larmes. Le lendemain, à 15h précises, il était là. Omar aussi, mais à distance.
Ils voulaient que ce moment leur appartienne. Paul était assis sur un banc, nerveux. Lina arriva, seule. Elle le vit. Elle s'arrêta. Longtemps. Puis elle s'approcha. Doucement. Chaque pas semblait peser une tonne. « Bonjour, dit-elle simplement. « Bonjour, souffla-t-il. » Un silence, puis elle s'assit. « J'ai lu ta lettre. » Paul n'osa pas la regarder. « Je ne sais pas pourquoi je suis venue, ajouta-t-elle, mais j'ai compris quelque chose en la lisant. Tu ne m'as pas oublié. Jamais. Je me suis oublié moi-même, mais jamais toi. » Elle hocha la tête. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Je ne te promets rien. Je ne sais même pas si je peux te pardonner. Mais je voulais entendre ta voix. » Paul releva les yeux. Pour la première fois depuis 20 ans, leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, sans un mot de plus, quelque chose se fissura. Pas une réconciliation. Pas encore. Mais une ouverture. Lina se leva. « Je dois y aller. Mais je te donnerai de mes nouvelles. » Elle partit. Paul resta là, figé. Omar vint le rejoindre. « Alors ? » ?»« Je l'ai revu. C'est tout ce que je pouvais espérer. » Ils rentrèrent ensemble. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Paul dormit sans cauchemar. Mais l'histoire n'était pas finie. Paul n'avait pas dormi. Pas vraiment. Il avait passé la nuit à relire les mots de sa fille, gravés dans son esprit comme une brûlure douce. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je veux comprendre. » C'était peu, mais c'était tout. C'était un pont jeté au-dessus d'un gouffre. Le lendemain matin, il prit un bus trop tôt, un café trop amer, et attendit devant le lycée de Lina. Cette fois, ce n'était plus une surprise. Elle l'avait accepté, ou du moins, elle ne l'avait pas repoussé. Et cela suffisait. Lorsqu'elle apparut, sac sur l'épaule, écouteurs dans les oreilles, elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Paul sentit sa gorge se serrer. « Salut, dit-elle. 2 syllabes. Une promesse. » Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit parc à quelques rues de là. Lina s'assit sur un banc. Paul resta debout un moment, incertain, puis s'assit à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Tu n'es pas obligé d'être mal à l'aise, » lança-t-elle. « Je ne veux pas te brusquer, » répondit-il. Un silence s'installa, mais pas hostile. Juste le temps de trouver les bons mots. Puis Lina parla. « Tu veux que je comprenne pourquoi tu es parti ?» Paul hocha lentement la tête. « Ce que je veux, c'est que tu n'aies plus à te poser cette question seule, même si mes réponses ne suffisent pas. » Il lui parla, de la peur, de la honte, de cette sensation d'étouffer dans un monde trop petit pour ses failles, de sa dépression, de l'alcool, des erreurs. Il ne chercha pas à se justifier. Il voulait juste poser les morceaux sur la table, brute. Lina écoutait. Elle ne pleurait pas, mais ses doigts serraient les sangles de son sac avec force. Puis d'une voix basse. « Tu sais ce qui m'a le plus blessé ?» Paul leva les yeux. « Ce n'est pas que tu sois parti, c'est que tu ne sois pas revenu. Pas une fois, pas même pour voir si j'étais vivante. » Cette phrase le frappa de plein fouet. Il baissa la tête. « J'étais lâche, » admit-il. « Oui, » confirma-t-elle. Mais elle ne se leva pas. Elle ne partit pas. Elle resta. Et c'était déjà un miracle. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Omar Sy traversait les couloirs d'un centre social de la Seine-Saint-Denis. Il venait de rencontrer une quinzaine de jeunes dans le cadre de son nouveau projet Le Pont. Des regards fuyants, des corps tendus, mais aussi des sourires timides. Il s'arrêtait, écoutait, posait des questions. Pas pour faire un documentaire, pour comprendre. Il avait reçu une lettre de Fatima la veille. Elle lui parlait d'une réunion ministérielle à venir, d'un projet de loi qui pourrait enfin concrétiser des années de lutte. Elle lui écrivait aussi qu'Ismaël allait mieux. Il recommençait à dessiner, à parler, à rêver. Omar relut la lettre, assis sur un banc, et sourit. Il se dit qu'il fallait continuer, qu'il n'avait pas fini. Le soir même, Lina envoya un message à Paul. « Je t'ai écouté. Je ne te pardonne pas encore, mais j'ai envie de te revoir. Peut-être samedi. » Paul resta figé devant son écran, puis un sourire, lent, fragile, se dessina sur son visage. Il pensa à Omar, à cette discussion dans ce petit café où il lui avait dit « Tu crois que c'est trop tard ?» Et Omar avait répondu « Tant qu'il y a quelqu'un pour écouter
il n'est jamais trop tard. Quelques jours plus tard, à l'Élysée, le président signait discrètement une ordonnance visant à accélérer les procédures de soutien aux familles en situation critique. Aucune conférence, pas de caméra, juste une décision. En marge, une ligne de remerciement adressée à celles et ceux qui nous rappellent l'essentiel. Dans un hôpital, Fatima lut la nouvelle dans le journal. Elle ne sourit pas. Elle soupira, de soulagement, et regarda son fils, qui dormait paisiblement. Dans un centre, un jeune nommé Idriss entamait son stage au sein de Le Pont, et à Belleville, Paul et Lina marchaient côte à côte, sans parler, mais ensemble. C'était peu, mais c'était déjà beaucoup, et parfois, les révolutions commencent ainsi, par un regard, par une main tendue, par une absence qui ose revenir. La pluie tombait doucement sur les toits de Paris. Pas une pluie violente, mais une de celles qui nettoient les rues, les façades, et parfois les douleurs. Dans le salon exigu de l'appartement de Fatima, une odeur de thé à la menthe flottait dans l'air. Sur la table, des piles de lettres, des messages d'inconnus, des dessins d'enfants, des propositions d'aide. Fatima en ouvrait quelques-unes chaque jour, avec la même émotion mêlée de gratitude et de crainte. Ismaël dormait dans la pièce d'à côté. Son traitement avait été allégé. Il parlait davantage, riait même parfois. Il avait recommencé à écrire des histoires, avec des héros à capuche et des mères qui sauvent le monde. Fatima regardait son fils et se disait qu'aucun combat n'était vain s'il faisait sourire un enfant. De l'autre côté de la ville, dans une ancienne friche reconvertie en centre social, des voix résonnaient. C'était l'inauguration officielle de l'espace Le Pont. Cette fois, la presse avait été invitée, pas pour faire du sensationnel, mais pour témoigner. Omar Sy avait pris la parole. Sobre, authentique. Ce lieu, ce n'est pas un miracle, c'est une nécessité. Et surtout, c'est une promesse, celle qu'on ne laissera plus personne tomber dans l'oubli. À ses côtés, Idriss, l'adolescent en retrait, le regard fuyant quelques mois plus tôt, tenait maintenant un micro. Il tremblait un peu, mais sa voix portait. Je ne suis pas un exemple, mais je suis une preuve que quand quelqu'un croit en toi, même un inconnu, tu peux recommencer à marcher. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel applaudissement. Paul, lui, n'avait pas voulu assister à l'événement. Il était à Bordeaux, dans un foyer pour pères séparés, en train de partager son témoignage. Il avait reçu une proposition pour participer à un documentaire, mais avait refusé. Ce que j'ai à dire, je le dis à ceux qui en ont besoin, pas à ceux qui cherchent une histoire à vendre. Il avait écrit une lettre à Lina la veille, une lettre simple, sans fioriture. Je ne veux pas que tu me pardonnes pour guérir. Je veux être là, même dans ton silence. Elle lui avait répondu en 2 mots, continue d'écrire. Et c'était suffisant. Quelques semaines plus tard, une grande réunion fut organisée à l'Assemblée nationale. Le but, présenter une série de réformes inspirées par les récents événements. La ministre de la Santé ouvrit la séance avec une phrase inattendue. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à des voix que nous n'avions jamais entendues. Sur les bancs du public, Omar Sy, Fatima, Idriss, des éducateurs, des parents, des jeunes, tous ceux qui, sans titre officiel, avaient rendu l'impensable possible. Le débat fut houleux, bien sûr. Mais à la sortie, un député déclara aux journalistes « On ne peut plus faire semblant, il faudra désormais compter avec eux ». Plus tard, dans la soirée, Fatima rejoignit Omar dans un petit café discret du 11e arrondissement. Elle portait un long manteau noir, les traits tirés mais le regard lumineux. « Tu penses que ça va vraiment changer quelque chose ?» demanda-t-elle. Omar haussa les épaules. « Peut-être pas demain, mais aujourd'hui, on a ouvert une porte, à d'autres de l'ouvrir un peu plus grand. » Elle sourit. Et dans ce sourire, il y avait tout. La fatigue, la foi, la mémoire. Ce soir-là, dans la chambre d'Ismaël, un nouveau dessin ornait le mur. On y voyait un garçon au regard fier, debout sur un pont lumineux. À ses côtés, une femme forte, un homme au sourire doux, et derrière eux, une foule de visages, tous anonymes, tous debout. Et sous l'image, une phrase. « Ce n'est pas un film, c'est notre vie. » Omar rentra chez lui, tard dans la nuit. Il s'assit à son bureau, prit une feuille blanche et écrivit. « J'ai longtemps cru que mon métier était de jouer. Aujourd'hui, je sais qu'il est d'écouter, d'aimer.
et de tendre la main. Il rangea la feuille, se leva et regarda Paris à travers la fenêtre, une ville fatiguée, mais pleine de lumière. Et il pensa à tous ceux qu'on n'écoutait pas, à Idriss, à Fatima, à Lina, à Moussa et à tous les autres. Ce soir-là, il comprit qu'il n'avait jamais été aussi vivant.